cette deuxième séance du nouveau Café Philo, dont la devise est « Savoir pour agir autrement ». Alors pourquoi nous avons choisi cette devise? C'est, tout le monde le sait, hein, nous vivons une crise, pas double, triple, quadruple, étant donné qu'elle est économique, elle est sociale, elle est écologique, et la guerre est à nos portes également. Ça, c'est une raison. Et pour revenir à la philosophie, Socrate aussi a vécu une crise. Lui, comme Épicure, dont nous allons parler aujourd'hui, ils ont vécu la guerre. Ils étaient soldats. Alors l'autre raison pourquoi savoir pour agir autrement, pourquoi cette devise, autre raison, c'est que nous aimons ici, tout au moins, les philosophes pas si académiciens que ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas enfermés dans leur bulle, dans leur spécialité, dans leur tour d'ivoire parfois, et nous préférons ceux à l'image de celui dont on a parlé à la dernière séance, Bernard Stiegler, le philosophe exemplaire dans la cité, comme donc à l'image de Canguilhem, le médecin résistant, Gilles Deleuze, Guattari, Michel Foucault, ou encore André Gorz, celui qui a inventé, enfin qui a parlé la première fois de la décroissance nécessaire et indispensable. Voilà, nous préférons ce genre-là. Maintenant, je viens à nous présenter, nous les animateurs, qui sommes Edith, qui va parler aujourd'hui d'Épicure, Christian et moi-même. Alors, Edith Deléage-Perslutsky est docteur en ethnologie et professeur honoraire de philosophie. Et pour ce qui est de l'agir, elle s'y connaît parce qu'elle était élue politique. Christian, lui, est vidéaste et documentariste, animateur d'ateliers philo au lycée, et moi-même, politologue, journaliste et réalisatrice de documentaires. Pour Épicure, je peux dire juste voilà, le titre que Edith a choisi. C'est donc une éthique, Épicure, une éthique pour la civilisation technoscientifique de 2022, avec un point d'interrogation. Et on ajoute la question, faut-il relire un texte philosophique ancien, la lettre d'Épicure à Ménécée, à l'aune des questions induites par notre culture scientifique et technique contemporaine. Et je pense qu'elle va nous en parler. Et vous voyez toute la somme de connaissances qu'elle a. Parce qu'elle est vraiment spécialiste de l'Épicure, entre autres. Non, c'est pour montrer que simplement, je parle pas en l'air, voilà, c'est tout. Et avec passion. Voilà. Alors, bon, les interprétations d'Épicure, des textes d'Épicure sont très ambivalentes. Déjà, le poète latin, Horace, qui était de philosophie épicurienne, a eu cette expression « cueille le jour », carpe diem, qui condense une bonne part de la sagesse épicurienne. Et à l'opposé, l'orateur, avocat, homme politique, brillant et très cultivé, Cicéron, considère que les épicuriens sont des pourceaux et que le discours d'Épicure est un discours de porc. Donc les interprétations de la sagesse épicurienne sont contrastées. Et ma question c'est, est-ce que c'est un art de vivre comme un dieu parmi les hommes, c'est son expression, c'est-à-dire un art de jouir des plaisirs du corps et de se réjouir des plaisirs de l'âme, c'est-à-dire un hédonisme, une éthique du plaisir qui mène à l'eudémonisme,
c'est-à-dire à une éthique du bonheur. Ou est-ce que c'est une invitation à la débauche, aux orgies, qui relève d'une vision pessimiste, mais disent certains lucides, sur l'existence, qui est vouée à la mort, à l'angoisse, aux superstitions, etc. Deuxième interrogation, qui montre les différentes interprétations de la sagesse d'Épicure, c'est les interprétations de la relation de la sagesse individuelle que propose Épicure à une recherche philosophique du bonheur pour tous. L'invitation d'Épicure à philosopher, est-ce qu'elle vaut pour tous? Les premiers mots de la lettre d'Épicure à Ménécée, à son ami Ménécée: quand on est jeune, il ne faut pas hésiter à philosopher. Et quand on est vieux, on ne doit pas se lasser de la philosophie, car personne n'est trop jeune ni trop vieux pour prendre soin de son âme. Alors, est-ce que ça, la sagesse épicurienne vaut pour tous les âges, pour les genres différents, pour tous les êtres humains? Question. Des historiens de la philosophie occidentale, et notamment François Châtelet, dans le premier tome de son Histoire de la philosophie, qui a pour titre La philosophie païenne, souligne, mais d'autres l'ont fait aussi, hein, que si Platon a enseigné aux jeunes gens riches de l'académie, dans l'académie, Aristote dans le lycée, les stoïciens dans le portique, lui, Épicure, il a enseigné dans le jardin, c'est un coin d'Athènes, ouvert à tous, aux femmes, aux prostituées, aux esclaves. Alors ce qui m'importe, ce n'est pas ce qu'a fait l'individu Épicure, à la différence de l'individu Platon, Aristote, etc. Ce qui m'importe, c'est ce que sa réflexion philosophique invite à faire. Invite-t-elle à faire pour tous les hommes, pour tous les êtres humains, pardon. C'est pourquoi j'ai proposé cette lecture, une lecture de l'éthique d'Épicure, parce que je pense qu'elle nous enseigne à savoir pour agir. Alors, on m'a posé la question de savoir si Épicure était soldat, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'il a écrit 300 livres dans le jardin, mais il ne reste que 3 lettres. Et sa préoccupation, finalement, dans les 3 lettres, c'est la question du bonheur. Comment pouvons-nous accéder à une vie heureuse, ou plutôt, comment devons-nous nous conduire pour accéder à une vie heureuse, à une belle et bonne vie? Il a écrit, comme vous le savez, au IVe siècle avant Jésus-Christ, à cette époque de l'effondrement, où les cités grecques ont disparu, et après l'époque de conquête d'Alexandre le Grand. D'Alexandre le Grand. Alors, je propose donc une lecture écologiste de la lettre d'Épicure à Ménécée. Bon, ça pourrait être une farce, une lubie intellectuelle, un faire-valoir nombriliste, ou bien un clin d'œil à la mode actuelle, écolo. En effet, les abeilles disparaissent, le désert avance, dans les zones subtropicales, les sols s'érodent, l'eau potable se raréfie, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité,
celle-ci est capable d'actions dont les effets dangereux sont de dimension cosmique. Effet de serre, atteinte à la couche d'ozone, pollution de l'eau, pluie acide, déforestation tropicale, stockage de déchets nucléaires, menace de disparition de maintes espèces vivantes. C'est Paul Ricoeur qui écrit cela dans une postface à un ouvrage collectif, Le temps de la responsabilité, en 1973. Et il ajoute « Les phénomènes météorologiques inhabituels ou violents se multiplient, la croissance économique des pays industriellement développés ou émergents et celle du nombre d'habitants que porte la planète font peser de graves menaces sur les équilibres environnementaux. Non seulement une catastrophe écologique est probable, non pas possible, mais probable, comme le dit Jean-Pierre Dupuy, mais elle risque d'être accompagnée de tensions géopolitiques de plus en plus violentes pour l'appropriation des ressources naturelles. Ça, c'est ce que Ricoeur écrivait dans les années 70. Bruno Latour, aujourd'hui, Bruno Latour écrit avec un sociologue de ses amis un mémo sur la nouvelle classe écologique, c'est-à-dire comment faire émerger une classe écologique consciente et fière d'elle-même. Donc comment agir de manière écologiste. Voilà. Et d'ailleurs, un article est paru de lui dans une revue AOC qui a pour titre « Quel entre-deux-guerres ?» Éclipsé par la guerre en Ukraine, le dernier rapport du GIEC souligne l'irrémédiabilité des effets du changement climatique. Si Poutine porte aujourd'hui un coup de semonce inédit à l'idéal de paix issu de 1945, quels bouleversements de l'ordre mondial planétaire découleront du dérèglement climatique? Au-delà de l'analogie entre ces deux tragédies concomitantes, il s'agit moins de les hiérarchiser que de tenter de les articuler. Et il conclut son article, c'est là le cœur de mon angoisse. Je vois que Poutine donne le dernier coup à l'ordre issu de la dernière guerre mondiale, mais je ne vois pas émerger l'ordre qui pourrait sortir de la guerre planétaire rapportée par le GIEC. C'est là où il faut faire confiance au monde, à la planète, à la Terre, croire à une autre loi de l'histoire, celle par laquelle, inévitablement, oh, comme je tiens à cet adverbe, inévitablement, les conflits actuels doivent déboucher sur la préparation de l'ordre planétaire qui pourrait suivre l'ordre mondial. Donc, ce n'est pas une lubie ou un faire-valoir nombriliste que j'ai eu, enfin, je vous demande d'y croire, quand j'ai proposé donc de vous faire une lecture écologiste de la lettre d'Épicure à Ménécée. J'essaierai de mettre en évidence 3 concepts clés de la lettre d'Épicure à Ménécée: plaisir de vivre, terre habitable, sens de la mesure et des limites. Alors, il y a, il me semble, 3 raisons de relire aujourd'hui, au XXIe siècle, ce texte grec ancien d'Épicure. Notre civilisation, c'est celle de la crise des sciences européennes, pour reprendre Husserl, qui a écrit cela, comme vous le savez, en 1935. La crise des sciences européennes, c'est une crise du sens, du fait que la science est objectiviste
et elle domine, cet objectivisme, domine la civilisation contemporaine, l'épistémé contemporaine, comme dirait Michel Foucault. Or, dit Husserl, ce qui est la source du sens, c'est justement ce qui n'est pas scientifique. La morale, la philosophie, les arts, et ils sont dévalorisés par le développement scientifique, a fortiori par l'impérialisme scientiste qui conduit à objectiver et à quantifier le sujet sensible lui-même. D'autre part, notre civilisation est celle du nihilisme, pour reprendre une expression de Nietzsche, ce que Nietzsche nous donne à penser. Nietzsche explique dans Le Gai Savoir, en 1883, que la philosophie occidentale, dès Parménide, et d'une façon très élaborée avec Platon, est dualiste, métaphysique et idéaliste. Et Nietzsche nous enseigne à démasquer derrière ces idéaux moraux, religieux, les symptômes d'une faiblesse humaine, d'une faiblesse négatrice de la vie. Toute la philosophie occidentale, dit Nietzsche, elle oppose le vrai au faux, le réel à l'irréel, au fictif, l'âme au corps, le spirituel au matériel, l'un au multiple, l'être au néant, etc., etc. Bref, la philosophie occidentale refoule le monde sensible et vivant au profit des arrière-mondes illusoires. Enfin, notre situation, c'est celle de la culture postmoderne. C'est ce que Pascal Gauchet analyse dans son livre qui a pour titre Le désenchantement du monde, écrit en 1900. Ah non, c'est Marcel Gauchet. Pardon, oui, j'ai dit quoi, Pascal? Ah oui, Marcel Gauchet, en 1985. Bon, il met en évidence le fait que notre civilisation contemporaine est marquée par la mise en question des idéaux religieux et moraux et de la métaphysique. Nous sommes dans un monde désenchanté, dépoétisé, dépouillé de son charme, et donc source de désarroi et de détresse. Enfin, notre civilisation est celle de la raison barbare. C'est ce qu'a expliqué Lévi-Strauss dans Race et Histoire, qu'il a écrit à la demande de l'UNESCO. Le barbare, dit-il, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie. C'est le grec qui croit que l'étranger n'a pas de langue et qu'il parle par onomatopée, bar. Et c'est aussi celui qui refuse de considérer qu'il y a des structures élémentaires de la parenté universelle et des interdits universels, comme l'interdit de l'inceste, sous des formes culturelles différentes. De même, Jolin, qui est un ethnologue, a écrit un ouvrage dans les mêmes années, 70-80, La paix blanche, pour mettre en évidence le fait que la paix blanche, elle est ethnocidaire, comme la guerre des races est génocidaire. Donc, si telle est la situation de notre épistémé contemporaine, de notre civilisation contemporaine, philosopher au XXIe siècle, ça doit interroger la question naturelle et proposer une éthique pour notre civilisation dont je viens de parler, technoscientifique. C'est Serge Moscovici qui m'a enseigné ça, dans Essai sur l'histoire humaine de la nature. Le XVIIIe siècle, ce qui dominait, c'est la question politique, la quête du meilleur gouvernement. Le XIXe siècle, ce qui domine, c'est la question sociale. Quelles sont les racines de l'inégalité sociale et comment les combattre? Quelle est la société la plus juste?
Le XXe siècle, c'est celui de la question naturelle. C'est-à-dire, comment situer l'humanité parmi les forces de l'univers matériel. La question naturelle, c'est la question des relations nouvelles au XXIe siècle de l'homme et de la nature, induite par les sciences contemporaines, sciences du vivant, sciences de l'homme, et par l'écologie scientifique. L'écologie scientifique, c'est une science de l'homme et de la nature. Jean-Paul Deléage a écrit une histoire de l'écologie qui est l'histoire justement des relations complexes entre les vivants et leur milieu. L'homme est de et dans la nature. Gilbert Ottois, dans Le signe et la technique, après Simondon, a expliqué que le XXIe siècle, c'est le siècle où se développe technophobie et technophilie. La technophobie, c'est le fait que l'homme a peur de la technique, la craint, et qu'en même temps, il cherche à la posséder. Il cherche, comme dit Gilbert Ottois ou Simondon, il cherche à jouer à Dieu, c'est-à-dire à se comporter en créateur cosmique. La technophobie insiste sur le fait que l'homme est d'abord un homme qui parle et secondairement un homo faber, un homme qui fabrique. Tandis que la technophilie apprécie positivement la technique. D'ailleurs, depuis les Lumières, il est développé cette idée que les techniques sont des outils, des moyens, des instruments au service de l'humanité. La technique doit permettre la satisfaction des besoins authentiques de la nature humaine, permettre son épanouissement. Alors on a plusieurs courants, je passe. Il y a l'humanisme technophile qui fait une confiance optimiste dans la nature humaine, qui est foncièrement bonne et qui développera les instruments pour justement progresser. C'est le progrès des sciences et des arts, le progrès des sciences et des techniques. Et puis on a, face à cet humanisme technophile, on a un humanisme technophobe qui consiste à dire que non, attention, la technique va finalement transformer l'être humain et le transformer non pas, c'est-à-dire le faire passer de Homo sapiens, non pas à Homo sapiens sapiens, mais à Homo faber. À Homo faber, c'est-à-dire à celui qui va être le créateur cosmique d'une autre humanité et qu'on va en finir, c'est le transhumanisme, qu'on va en finir avec l'homme qui parle, l'homme qui pense, comme idéal de l'humanité. Alors, cet évolutionnisme technophile, aujourd'hui, se développe sous une forme un peu différente, avec avec 10 idées pour retarder la fin du monde. Idée pour retarder la fin du monde, qui est effectivement un ouvrage qui a été écrit par Ailton Krenak. Ailton Krenak est un indigène
du Brésil, qui est devenu, qui a enquêté auprès des peuples du Brésil et qui a mis en évidence le fait que, eh bien, il fallait faire un congrès latino-américain de la culture pour mettre en évidence le fait que la déforestation et toutes les activités humaines consistent à détruire la planète et l'homme avec. Et donc, il propose 10 idées pour retarder la fin du monde. Alors, vous allez me dire, mais tout ça, quel rapport avec la lettre à Ménécée? Eh bien, justement, si je vous ai parlé de tout ça, c'est parce que je vous propose une lecture écologiste de la lettre à Ménécée. Épicure était l'auteur d'un grand ouvrage sur la nature, dont nous n'avons que des fragments qui ont été découverts sur le papyrus d'Herculanum. Et c'est Lucrèce, le plus ancien disciple d'Épicure, qui célèbre en lui le fondateur d'un système de la nature et qui intitule son poème, comme vous le savez sans doute, sur la nature des choses, De Natura Rerum. Épicure développe plusieurs thèmes. Premièrement, le sensualisme. C'est-à-dire, c'est la sensation qui est la condition de toute vérité. La sensation, c'est le fait du contact entre le sentant, l'homme, l'être humain, et le senti. Et dans le cas où il n'y a pas de contact direct, où il n'y a pas la vue, l'ouïe, l'odorat, Épicure imaginait qu'il y ait des sortes d'effluves, des simulacres émis par les choses qui viennent frapper les organes correspondants. Donc la sensation est toujours vraie. Quand je vois, comme disait Descartes, de loin une tour carrée, évidemment elle me paraît ronde. Mais cette apparence traduit objectivement le rapport physique existant entre l'objet, nos organes sensitifs et le milieu corporel qui les sépare. Mais si la sensation est le fondement de toute connaissance, la connaissance ne se ramène pas seulement aux sensations. Il y a dans notre sensibilité, c'est Kant qui l'a repris, il y a des anticipations de perception qui viennent du souvenir des sensations antérieures. Ce que aujourd'hui les neurologues étudient. Deuxièmement, Épicure se réfère à la science de son temps, c'est-à-dire à l'atomisme de Leucippe et de Démocrite, deux physiciens présocratiques, qui expliquent que l'infinie variété des choses est liée à des combinaisons d'éléments simples, les atomes. Les atomes diffèrent entre eux par leurs propriétés géométriques. Il y en a des ronds, il y en a des carrés, il y en a qui sont en haut, il y en a qui sont en bas, enfin bon bref. Mais l'atomisme, c'est le fait que les atomes tombent, voilà, de haut en bas, voilà, de manière parallèle, comme dit Démocrite et que reprend Épicure, il y a une pluie d'atomes. Et donc, les atomes tombent. Bon. Et seulement, Épicure ajoute qu'il y a une propriété supplémentaire des atomes, qui est une propriété de la matière, c'est la pesanteur. Donc, les atomes tombent,
parce que c'est la pesanteur. Et en plus, il y a en chaque atome une capacité à dévier. D'où vient cette capacité, il ne le sait pas. Qu'il appelle le clinamen, une déviation, la déclinaison. Lucrèce dira le clinamen. Autrement dit, dans la nécessité du système cosmique qui régit l'univers, il y a du hasard. La déviation, le clinamen, la déclinaison des atomes. Donc il y a, cela rejoint une hypothèse, car c'est une hypothèse de travail scientifique. Ce n'est pas une vérité dogmatique, c'est une hypothèse de travail scientifique qui rejoint ce que aujourd'hui la physique quantique appelle l'indéterminisme dans la constitution des phénomènes. Saint Augustin va dire, idéologue ou philosophe chrétien, va dire que le clinamen, c'est l'âme de l'atome. Marx, lui, va dire que le clinamen, c'est la capacité de liberté dans l'atome, et que donc les êtres humains, composés d'atomes, ont en eux cette capacité de s'arracher au système déterminé de la nature et de composer avec le système de la nature pour le modifier. Donc, on peut mettre en évidence qu'on peut passer de l'écologie scientifique de Haeckel à la lettre Aménécée. Parce que l'écologie scientifique invente l'écologie scientifique avec Haeckel, en 1850 et quelques, je ne me rappelle plus. Bon. L'écologie scientifique invente 3 concepts. Avec Möbius, la biocénose, avec Tansley, l'écosystème, et avec Vernadsky, la biosphère, qui est l'ensemble des écosystèmes. C'est-à-dire que Haeckel, c'est en 1866, donc le scientifique de l'écologie, enfin le fondateur de l'écologie scientifique, avance l'idée que l'écologie scientifique, c'est la science des rapports des organismes avec le monde extérieur dans lequel nous pouvons reconnaître, dit-il, les facteurs de la lutte pour l'existence. C'est l'idée de globalité. 2, c'est l'idée de processus. L'idée que les échanges physiques, chimiques, énergétiques et biologiques au sein des écosystèmes sont finalisés par le maintien de la diversité et du processus évolutif. Et enfin, c'est l'idée que les actions humaines sont un paramètre de ce processus, de cette histoire de la nature. Vernadsky dit « L'homme est facteur géologique planétaire ». Donc l'écologie, c'est une science de l'homme et de la nature. Les actions humaines ont des effets sur les mécanismes naturels, sur les mécanismes de production et de reproduction des phénomènes naturels. Il en va ainsi du climat dont on parle maintenant. L'effet de serre naturel, il est accru du fait de l'industrie humaine qui produit une modification radicale du système climatique. Système climatique, c'est l'atmosphère, l'hydrosphère, la biosphère, la géosphère et leurs interactions. Et la déforestation, qui a toujours été pratiquée et qui maintenant l'est de manière massive, entraîne des modifications irréversibles des écosystèmes. Donc,
à partir de là, on ne peut plus penser l'homme comme sujet face à la nature comme objet. On doit penser la médiation, le tiers. La nature n'est ni objet, ni sujet, elle est hybride. Il faut penser, non pas en termes de nature-objet dont l'homme est le centre, ni en termes de nature-sujet au sein de laquelle l'homme est intégré. Il s'agit donc de penser la dialectique du naturel et de l'artificiel de ce milieu. La nature agit sur l'homme et l'homme agit sur la nature. C'est exactement ce que dit Bruno Latour dans son premier ouvrage « Nous ne sommes pas modernes ». D'où des concepts nouveaux, déjà Merleau-Ponty l'avait fait, dont Bruno Latour le reprend, etc. Et Michel Serres, bien évidemment, en prenant le tiers instruit, etc. etc. Bon. Et Luc Ferry, dans les années 70, pose la question, y a-t-il un nouvel ordre écologique? Et il s'en inquiète. Eh bien, donc, à partir de cette présentation de la science écologique, eh bien, on peut comprendre que l'écologisme, c'est-à-dire les idéologies écologistes, se réfèrent à ces concepts. Et c'est mon propos, c'est que les idéologies écologistes, eh bien, c'est l'idéologie d'Épicure dans sa lettre à Ménécée. Il faut penser l'écologisme, disait Aldo Léopold, qui a écrit le premier ouvrage écologiste, pas écologique, Almanach d'un comté des sables, et Bert Callicott, qui a écrit les implications métaphysiques de l'écologie scientifique. En effet, les 6 règles proposées par Épicure dans sa lettre à Ménécée. Ne pas craindre les dieux. Pourquoi? Parce que les dieux sont des êtres immortels et béats. Ils n'ont aucun rapport avec les hommes, qui sont mortels et qui sont inquiets. 1. 2. Ne pas craindre la mort. Parce que la mort, c'est l'absence de sensation. Quand elle est là, dit Épicure, tu ne sens rien. Et quand elle n'est pas là, eh bien, vis comme tu le désires. Donc, ces 2 premiers principes du bien vivre se retrouvent dans le principe écosophique ou écologiste de l'almanach d'un comté des sables. Ne pas craindre les dieux, ne pas craindre les êtres autres que les êtres vivants, et tous les autres que les êtres vivants. Et ne pas craindre la mort, ce n'est pas craindre l'autre de la vie. C'est, dit l'almanach du comté des sables, penser comme une montagne. Et donc, nous avons à réfléchir, à raisonner sur les idées communes que nous avons des dieux, de la mort. Nous ne devons pas avoir un point de vue anthropocentriste. Nous devons penser comme une montagne. C'est-à-dire, non pas le point de vue panthéiste, il y a des dieux partout, mais le point de vue holiste, c'est-à-dire penser tout ce qui est autre que le vivant pour ne pas le craindre. Ne pas craindre l'autre de la vie, ne pas craindre l'autre de l'homme. 3e règle d'Épicure, le plaisir de vivre est le critère du bien et du mal. Et il dit,
c'est dès le paragraphe 1 et au paragraphe 15, il faut rechercher ce qui nous rend heureux, puisqu'avec le bonheur, nous avons tout ce qu'il nous faut, et que si nous ne sommes pas heureux, nous faisons tout pour l'avoir. Le plaisir, c'est le commencement de la vie bienheureuse. C'est le premier des biens naturels. Il est au principe de nos choix, de nos refus, et il est le terme auquel nous atteignons chaque fois que nous décidons quelque chose avec, comme critère du bien, notre sensibilité. Quatrième règle, le plaisir. Qu'est-ce que le plaisir? Le plaisir, c'est l'absence de douleur dans le corps et de troubles dans l'âme. Le plaisir, c'est la quiétude et la sérénité. Et les écologistes, et l'almanach du Comté des Sables, Aldo Léopold nous dit, en effet, si nous avons une relation écosophique à la Terre, eh bien cela veut dire que nous avons de l'amour, du respect, de l'admiration pour la Terre. Nous avons pour la Terre une grande considération étant donné sa valeur. Qu'est-ce que j'entends par valeur? Dit Aldo Léopold. J'entends quelque chose qui, bien sûr, dépasse de loin la valeur économique. Je l'entends au sens philosophique, au sens épicurien. Cessez de penser au bon usage de la terre comme un problème exclusivement économique. Examinez chaque question en termes de ce qui est éthiquement et esthétiquement juste, autant qu'en termes de ce qui est économiquement avantageux. Une chose est juste quand elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité, la quiétude, disait Épicure, la sérénité et la beauté de la communauté biotique, c'est-à-dire lorsqu'elle préserve le plaisir de tout ce qui vit, de tout ce qui vit. Cinquième règle, le sens de la classification des besoins. Il faut distinguer, dit Épicure, les besoins naturels et nécessaires, manger, boire, dormir et réfléchir. Ça, c'est naturel et c'est nécessaire pour tous les êtres vivants, humains. Et puis, les désirs, les besoins les besoins aussi naturels, mais non nécessaires, qu'il faut satisfaire, mais plus ou moins, avec une limite. Par exemple, le besoin de sexualité et le besoin de gourmandise. Et enfin, il y a les désirs, non plus les besoins, les désirs artificiels, le désir de pouvoir sur l'autre qui vit comme un autre que moi. Le pouvoir, la luxure, l'utilisation, l'exploitation de l'autre. Ces désirs-là vous conduisent à l'inquiétude, à l'intranquillité, à l'absence de sérénité. Ne vous conduisent pas à la quiétude et à la sérénité, ne vous conduisent pas au bonheur de vivre et d'exister.
Parce que ces désirs-là, artificiels, non naturels, comment dire, se répètent sans cesse et ont une espèce de tendance à l'infini. Ils sont jamais, on n'est jamais satisfait. On n'a jamais assez de pouvoir et il n'y a jamais assez de relations de luxure et jamais assez de relations d'exploitation. Donc, dit Épicure, eh bien, c'est la dernière règle. Il faut la tempérance, la prudence et le sens de la mesure et des limites. Et c'est ce que reprend Aldo Léopold, Almanach d'un Comté des Sables. D'une façon très générale, notre problème actuel, c'est un problème d'attitude et de mise en œuvre, d'action. Nous remodelons par exemple l'Alhambra à la pelleteuse et nous sommes fiers de notre rendement. Bien sûr que nous n'allons pas abandonner la pelleteuse qui après tout nous a rendu bien des services. Mais nous avons besoin de critères d'une plus grande douceur et d'une plus grande objectivité pour l'utiliser avec succès. La vertu de prudence, c'est la condition de la vie heureuse. Et ça ne s'acquiert qu'avec une conscience écologique, celle de l'éthique de la Terre et de la pyramide de la Terre, qui est une communauté biotique dont nous sommes les sujets assujettis. L'éthique de la Terre, ça élargit les frontières de la communauté en y incluant le sol, l'eau, les plantes, les animaux et collectivement la Terre. Une éthique de la Terre, ça fait passer Homo sapiens du rôle de conquérant de la communauté Terre à celui de membre et citoyen parmi d'autres de cette communauté. Alors, qu'est-ce qui dépend de nous maintenant? Eh bien, de nous dépendent nos relations structurelles, notre représentation de cette situation humaine sur Terre. Si nous voulons le bonheur atarax, sans inquiétude, si nous voulons l'usage modéré mais nécessaire des plaisirs, si nous voulons la recherche de l'harmonie avec tous les vivants, si nous voulons nous préoccuper des limites à ne pas dépasser, eh bien, nous aurons la sagesse épicurienne, vivre comme un Dieu parmi les hommes. Le Clésio, dans sa préface à l'Almanach d'un Comté des Sables, écrit « Le sens révolutionnaire de l'Almanach, eh bien, c'est qu'il nous dit quelque chose de simple et de clair, que dans notre monde d'abondance de biens et d'appauvrissement de la vie, on ne peut plus ignorer la valeur de l'échange avec tous les vivants et la nécessité de l'appartenance à la Terre. Tel est le souci du siècle à venir, du XXIe siècle. Alors, ça c'est l'écologisme. Et puis il y a des philosophes qui, comme Hans Jonas, comme Bruno Latour, comme Michel Serres, qui eux développent des règles de l'éthique du futur en s'appuyant sur les concepts scientifiques de l'écologie scientifique. Alors voilà, en ce début du XXIe siècle, eh bien il faut prendre soin, c'est le mot d'ordre maintenant, care, prendre soin des humains et prendre soin de la Terre. Comme disait Hannah Arendt, cultiver la nature, au sens de l'agriculteur qui cultive la terre, en se préoccupant de maîtriser la maîtrise de la nature. Et cela entraîne
deux idéologies, je ne dis pas deux concepts, mais quand même deux idéologies différentes. L'idéologie du monde, jusqu'ici le cosmos en grec, ça impliquait que l'homme était au centre du cosmos, émerveillé et adorateur du monde. Aujourd'hui, la sagesse du monde, et c'est encore Ricoeur, et que reprennent d'autres, et des philosophes chrétiens comme Rémi Brague et comme d'autres, qui disent aujourd'hui il faut repenser à nouveau frais le lien entre la cosmologie et l'anthropologie, bien plus étroitement qu'à l'époque grecque. Et dans le dernier article, dans la dernière page de La Croix, Christiane Rancé, la directrice de La Croix, elle écrit un article sur un arbre perché, où elle explique « J'éprouve de la reconnaissance pour Thomas Braille, un jardinier arboriste. Depuis le 31 mai, ce baron perché campe sur les hauteurs d'un platane centenaire, un de ceux qui bordent la tour Eiffel. Déjà en 2019, il avait choisi la même formule pour dénoncer l'abattage d'arbres dans le Gers, etc., etc. Thomas Braille n'a pas choisi son arbre au hasard. Cet arbre, planté en 1814, un platane, avait fait l'objet de tous les soins de Gustave Eiffel lors des travaux entrepris pour sa tour. Et notre héros, digne d'Italo Calvino, en fait le symbole de son action qui déborde sur tous les prélèvements d'arbres dans nos forêts de quelques 70% d'ici 25 ans et d'industrialisation exploitant nos massifs, les derniers espaces un tant soit peu sauvages. J'étais auprès de mon arbre, je vivais heureux, chantait Georges Brassens. Et elle dit, je crains que le poète Georges Brassens, eh bien, aujourd'hui, ne puisse entendre les larmes et s'étonnerait sans doute qu'on abatte ainsi les arbres, quand seuls ils peuvent encore nous protéger contre le cataclysme climatique que nous avons provoqué. C'est tout un symbole qu'on abat quand on abat un arbre. Non pas un symbole comme les autres, le symbole par excellence, l'archétype de tout symbole. Sinon, auraient-ils été vénérés, les arbres? Du Japon à l'Égypte, du Grand Nord à la Patagonie, eux dont la beauté croît avec l'âge. À Ivry, où je suis, la discussion est ardue au sein du conseil municipal pour savoir s'il faut maintenir des arbres centenaires sur la place. Ben oui. Voilà. Et donc, voilà, il y a aujourd'hui des discussions qui renvoient à la sagesse épicurienne, et notamment des discussions de ce qu'on peut appeler les écologistes alternatifs. Bruno Latour, Ailton Krenak, Estelle Deléage sur l'agriculture à l'épreuve de la modernisation, des revues comme Écologie et Politique, Cynthia Fleury, philosophe, qui vient d'écrire un tract chez Gallimard, ce qui ne peut et ne doit être volé, le silence à l'horizon, la santé au temps long, et puis aussi la façon de se lier les uns avec les autres dans des collectifs, tout en assumant un principe d'individuation digne de ce nom. Inventé, dit-elle,
une technique de la furtivité, c'est-à-dire de maintien au monde en consolidant nos pouvoirs d'agir et nos libertés, mais sans aller jusqu'à détruire l'autre. Alors, il y a de l'espoir. Et puis, il y a des artistes. Des artistes, alors à Ivry, il y a une artiste qui s'appelle, je la nomme parce que j'ai envie de la nommer, qui s'appelle Guylaine Escande, et qui vient de réaliser une toile qui s'appelle Réseau et bulles, sur des cartes géographiques. Et elle montre donc l'univers, le monde, avec toutes ces cartes géographiques, est fait de réseaux interconnectés, mais que chacun est une bulle, sans lien. Et puis, à la BNF, il y a eu une exposition sur Réseau Monde, par une soixantaine d'artistes qui mettent en évidence le fait que, effectivement, les réseaux se développent, réseaux d'information, réseaux sociaux, réseaux global, réseaux, etc., etc. Mais pour faire quoi? Pas pour mettre en relation les hommes et les femmes, les humains, avec les vivants, mais pour peut-être surveiller, contrôler la relation que j'ai à l'autre, la relation que j'ai aux autres vivants. Alors, il faut peut-être mettre en place d'autres réseaux. Lesquels? Pour qu'on soit au niveau de la révolution écologique qui a été développée et scientifiquement et idéologiquement pour être au niveau de la sagesse épicurienne. Voilà. Grand merci Edith pour une telle introduction à Épicure dont je ne connaissais pas toute cette richesse-là. Merci. Alors peut-être on peut continuer avec un débat. Si vous avez des questions à poser par rapport à quand même une introduction plus que ça, un exposé très exigeant, hein. Mais à mon avis passionnant et passionné. Bon, pour moi-même, je vais commencer par les concepts, les 3 concepts d'Épicure: plaisir de vivre, rendre la terre habitable et sans ses limites. Ça me semble le plus contemporain de ce qu'on peut tirer d'Épicure, déjà pour nous, avec une croissance qui déborde et qui nous mène apparemment vers la catastrophe. Nous, ce que nous nommons notre plaisir, prendre l'avion, avoir tout le confort qu'on veut, avec le chauffage suffisant, etc., avoir assez à manger, tout cela, ça semble être remis en question par maintenant la rareté qui commence à sévir, et avec la déforestation, où allons-nous? Donc moi, c'est des réflexions comme ça que je me fais, et je suis très contente que tu aies tiré le fil jusqu'à Bruno Latour, Michel Serres et Hans Jonas, qui va être le prochain dont Christian va parler dans 15 jours, parce que c'est la pensée écologique contemporaine, hein. Même s'ils sont déjà décédés, mais ce sont des penseurs contemporains, et pas du tout loin de cette
pensée fondamentale, hein, qui est quand même extrêmement humaniste et qui nous concerne tous, qui est celle d'Épicure. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous? C'est vraiment contemporain, c'est incroyable. Pardon, je ne vous entends pas. Je dis que c'est vraiment contemporain, je trouve que c'est incroyable. Oui. Mais il était considéré comme un porc. À son époque, hein, oui. le porceau Oui. est traité, très maltraité. C'est tellement d'actualité. Voilà, c'est ça qui est étonnant. Qui est étonnant, Oui. c'est incroyable. Oui. Mais, enfin, pour moi, ça veut dire que la philosophie, de manière générale, Oui. l'argumentation philosophique, ancienne, moderne ou contemporaine, n'est jamais dépassée. Elle est intemporelle. Elle est intemporelle. Quand, bon, elle intègre la science de son temps, mais elle veut aller à l'universel. Voilà, Oui, tout à c'est ça. fait. Et c'est ça. Et donc quand les gens disent, bon, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ, alors, hein, c'est dépassé, ou la philosophie médiévale, c'était le Moyen-Âge. Hein. Oui. Et ça nous fait réfléchir sur ce qu'est la philosophie, l'activité philosophique. Et ce qu'on peut faire dans un café philo, justement. Avec ne pas dépasser nos limites, c'est-à-dire ne pas tomber dans l'hybris, ça c'était un des grands principes des philosophes antiques de toute façon. Je pense à la sobriété heureuse de Pierre Rabhi aussi. Hein. Un concept qui a été suivi par des groupes assez nombreux, mais pas suffisants. Françoise? Oui, mais est-ce que cette sobriété heureuse peut être suivie par tous les habitants de la Terre? Car certains n'ont déjà même pas le nécessaire. Alors comment faire pour que ce ne soit pas que occidental, mais très général? Bien sûr. Ceux qui sont concernés par la sobriété heureuse, c'est évidemment, c'est ceux qui pratiquent l'hybris en toute dévagandage, hein, enfin, en toute démesure, hein. C'est-à-dire les Occidentaux quand même. Parce que, pensez à tous les oligarques, là c'est pas l'Occident, c'est la Russie, y compris, tous ceux qui ont déjà trop et qui veulent toujours plus. C'est l'hybris dans toute la... Est-ce qu'ils sont heureux pour ça? Pour autant, hein, on se le demande. Hein. Non, on s'en fout. Le non-partage, enfin tout ce qu'ils recommandent là pour une vie satisfaite et heureuse, si on l'appliquait, hein, ben on serait écosophique. Oui, mais L'écosophie serait... il faut qu'on produise un peu plus pour aider ces gens-là, par exemple. Ces gens c'est pas une question de produire plus. De l'Afrique. Je trouve que c'est une question de Actuellement, partage. il y a un problème important. Oui, la femme dans le monde. Le blé qui est retenu en Ukraine. Ouais, Déjà ça. Terrible, terrible, terrible. Et- Non, un autocrate qui se permet d'affamer le monde. Oui, oui. Mais- L'Europe Il faut comprise. faire quelque chose. Mais c'est souvent un argument contre Épicure. Hein, Ah bon. qui consiste à dire, ah bah, ça c'est l'utopie, hein, c'est l'utopie que de vouloir... on ne peut pas donner à manger, boire, dormir, réfléchir à tout le monde. Hein, les pays du tiers-monde, etc. Et donc, et pourtant, il y a des organisations internationales voilà, qui considèrent que le partage des richesses, ça doit être au fronton au fronton de leur option. C'est-à-dire, effectivement, Épicure, il dit bien, hein, tout être humain a comme besoin naturel et nécessaire
besoin de manger, besoin, etc. Il ne dit pas seulement les blancs ou seulement voilà, les hommes. Hein. Et donc, eh ben voilà. Alors comment on fait? C'est ça le problème. Et bon, ben ça, c'est aux économistes, c'est aux politiques à essayer de voir. Bon, il y a eu des organisations très continentales et autres qui ont essayé. Aujourd'hui, il y en a peut-être aussi qui essayent. Des associations, des organisations. Oui, bien sûr. Mais effectivement, c'est un argument qui consiste à dire oh, on peut pas donner à manger, à boire, à dormir et à réfléchir, à mettre en situation de réflexion tous les humains de la Terre. Ben, si. Oui. À la condition de chercher. Oui. C'est pour ça que savoir pour agir. Les Oui, c'est ça. Quelles sont les conditions? Oui. C'était pas le problème d'Épicure. Bien sûr, oui. Il le donnait comme idéal. Oui, bien sûr. Bah, ça nous était pensé. Oui, c'est ça, mais oui, mais vous avez raison. Vous avez raison, c'est un argument qui consiste à dire oh, c'est pas possible. Bon. Bah, c'est pas possible, sauf si on le veut. Oui, Hervé. Vous dites qu'il faut donner à manger à tous les êtres humains, etc. Il faut même aller plus loin que ça, je crois. Bon, vous avez parlé au début du terre habitable, c'est un mot d'Épicure, je découvre ce mot-là, je ne le connaissais pas. Mais on a l'impression que les philosophes raisonnent au présent, ici et maintenant. Mais aujourd'hui, on ajoute une dimension supplémentaire. Il faut rendre la terre habitable au sens où on l'a empruntée, il faut la rendre à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants qui ne sont pas nés, etc. C'est-à-dire le futur. Et ça, je ne sais pas si Épicure avait conscience de ça, quoi. Mais je ne suis pas sûr. aujourd'hui, il y a un mouvement philosophique qui s'appelle le convivialisme, qui va dans ce sens. Marcel Mauss donne pour recevoir et rendre. Donc, parce que bon, ça devient quand même un sujet, quoi. On dit qu'il faut rendre la terre habitable à nos futurs, à nos enfants. Absolument. Voilà. Ils seront adultes, donc il etc. faut Donc, donner, se projeter dans l'avenir, ce qui n'est pas simple. Pour recevoir évidemment. Et retrouver une terre habitable pour nos petits-enfants. Et par ailleurs, ce que vous disiez, j'ai un ami qui dit toujours quand on cherche quelles sont les bonnes actions à mener, etc., toujours, et dans la liberté aussi, il faut se dire nécessité comprise. C'est-à-dire que la nécessité, elle est là, et elle ne s'en ira pas. La nécessité de tous manger, tous boire, tous pouvoir dormir, tous pouvoir respirer l'air, etc. Ça, il faut le mettre a priori. C'est ça. Là, on est en train de parler aussi de responsabilité quand on va au-delà. C'est ça. Et le maintenir dans le temps. Et pour un temps infini d'ailleurs, ce qui est compliqué. Sinon, c'est la catastrophe. Parce que cette notion de donner de rendre une terre habitable aux futures générations, c'est relativement neuf, il me semble, dans la pensée. C'est la pensée écologique. C'est la pensée écologique. Voilà. Oui. Mais oui. Oui. J'ai pas vu, excusez-moi. Qui était prioritaire? Allez-y. Alors, Épicure nous invite à faire effort chacun depuis là où il est. Et j'associe un peu à cela une intervention à laquelle j'ai assisté il n'y a pas longtemps. Donc il s'agit d'une jeune chercheuse qui vient d'écrire un ouvrage. Alors je vais vous retrouver le nom de la demoiselle et de son ouvrage et l'envoyer sur le mail, mais toujours est-il qu'elle est historienne de l'art. Et donc, elle a essayé de retracer un peu l'histoire du regard des peintres sur la nature. Et donc, elle fait apparaître que dans la plupart des tableaux, la nature est en quelque sorte un cadre pour mettre en évidence l'être humain. Et souvent, d'ailleurs, il s'agit d'arbres et de plantes complètement irréalistes ou
inventer, pour donner un air mystérieux, comme chez le douanier Rousseau. Ou alors s'il y a des animaux, ça va plutôt avoir une importance symbolique. L'aigle va symboliser le pouvoir, ou c'est plus ou moins comme ça que ça va être analysé par un critique, alors que dans d'autres tableaux, on voit que les plantes ou les animaux sont eux-mêmes des personnages, et que c'est l'être humain qui va plutôt faire partie du cadre. On a une inversion comme ça. Et donc, elle nous invite à changer notre regard face à ceux qui nous entourent, en disant que nous attendons toujours que les changements viennent d'en haut, et on comprend bien pourquoi, mais qu'il y a aussi le travail de chacun d'entre nous pour se concevoir comment il est lié à son environnement. Et elle s'appelle comment? Vous ne vous souvenez plus? Comment elle s'appelle, cette artiste? Voilà, justement, je vais l'envoyer sur le... D'accord. D'accord. Transmets. D'accord. Vous vouliez intervenir? Oui, par rapport à notre rapport à l'environnement, j'ai beaucoup été marquée par le témoignage et les interventions d'un jeune philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot, qui transmet un goût pour le dialogue, alors c'est peut-être raccourci ce que je vais dire, mais pour le dialogue interespèce en quelque sorte. Et j'ai le sentiment qu'en fait on a tous à gagner peut-être à aller dans ce sens-là. Et en fait son témoignage, il a aussi travaillé, je crois, avec monsieur Sylvain Tesson, il me semble. Avec Sylvain Tesson, qui est proche de la nature aussi. Aussi. Et il a participé au film Animal aussi. Ouais. Et puis il a mis avec Alain Damasio aussi, qu'il a beaucoup promu, qu'il a fait connaître en tout cas. Alain Damasio qui est auteur célèbre de science-fiction. Et les furtifs, comme Les Ah oui, les voilà. furtifs, comme dit Cynthia Fleury. Ah oui. Ah oui. Bon, Baptiste Morisot, c'est une excellente référence, effectivement. J'ai lu son dernier bouquin. Oui, je connais pas. Effectivement, c'est l'expérience dans Avec la les montagne loups, où il va à la rencontre des loups, il essaye de les suivre, de les écouter, de les comprendre. Il hurle dans la nature, les loups lui répondent, il dialogue avec les loups. Et oui, c'est très intéressant. Monsieur, allez-y. Je vous remercie pour cette conférence, c'était très intéressant, Épicure, tout ce qui est dit, ça n'est suivi. Mais le problème, c'est que ce sera difficile de revenir en arrière, ou même de stopper cette chute dans le déluge. Comme vous disiez, on est bien en avion. On a du mal à s'y passer. Et parce qu'il y a beaucoup de phénomènes, il y a une marchandisation extraordinaire, une consommation formidable. C'est difficile de revenir en arrière. Ensuite, il y a le rôle des hommes politiques et surtout le rôle des lobbies financiers. Donc on aura vraiment du mal à arrêter tout ça. Et il y a aussi un autre phénomène dont on ne parle jamais, c'est la surpopulation. Au début du XXe siècle, on était 1 milliard. Aujourd'hui, 7 milliards. Donc tous ces gens-là consomment. Et donc, ce sera difficile de changer tout ça. Il y a une jeune femme qui essaye de faire ça, qui s'appelle, j'ai vu son film, c'est I Am Girthy, ou un peu comme ça. Girthy, c'est une jeune fille qui fait partie du spectre autistique. Greta. Greta, yes. Elle a un spectre autistique, elle est dans le spectre autistique, elle m'a dit, d'Asperger. Ah oui. Et alors, non, elle a pris conscience que les jeunes, ils n'ont qu'un avenir. Donc elle va voir les hommes politiques.
En France, aux États-Unis, elle est en bateau, hein, aux États-Unis. Ah oui, non, mais c'est Greta Thunberg. Greta Thunberg. Voilà, La génération Thunberg. elle se rend compte, d'abord les hommes politiques ne comprennent rien. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'albédo, ils ne savent même pas ce que c'est que les forces de Coriolis. Ils ne savent pas tout ça. Ça ne intéresse pas eux, ce qui les intéresse, si vous voulez, c'est faire lire et tout. Donc, elle est quand même un peu déçue. Hein. Et donc, mais les jeunes, ils reprennent le flambeau quand même. Hein. Résilience, extinction, rébellion, etc. Les jeunes reprennent le flambeau. Et Fridays for Future, c'est quand même c'est quelque chose dont on parle hein, dans le monde entier. C'est tout au moins en Europe, toutes les grandes villes, Berlin, Londres, au-delà de l'Europe, New York, etc., les jeunes se lèvent contre cette surconsommation qui n'a pas de but en soi, enfin qui est complètement... qui ne donne pas de plaisir, hein, le plaisir au sens épicurien. C'est l'obésité qu'elle donne, hein, par contre. Il faut parler que d'un des mots que ça. De plus en plus d'obèses. Pour être en interaction avec ce que vous dites, monsieur, je n'osais pas en parler tout à l'heure, mais j'ai envie d'en parler. J'ai une anecdote, je suis une quarantenaire, mais à l'âge de 10 ans, je me souviens avoir eu une discussion avec les parents d'une amie qui ont fait le choix d'avoir un seul enfant. C'était il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, quand j'aurais posé la question, en fait, à savoir pourquoi ils ne faisaient pas d'autres enfants, parce que moi je suis issue d'une fratrie de 3, et que je voyais ma camarade, mon amie, un peu attristée de ne pas avoir de frères et sœurs. Et ils m'ont répondu simplement qu'ils savaient qu'un enfant c'était bien. Et vu la situation mondiale, un enfant c'était bien, c'était suffisant, nécessaire, mais suffisant. Et en fait, je réalise en fait de plus en plus combien cette parole que j'ai entendue, c'était une parole de sage, d'un couple sage. Et quand vous parlez de surpopulation tout à l'heure, j'avoue que je ne comprends pas. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de faire une politique d'un enfant partout dans le monde. On voit ce que ça a pu donner en Chine, bien sûr. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un mouvement démographique, écologique, qui va dans la construction d'une conscientisation de ce genre de responsabilité. Comme il y a les jeunes adultes qui font le choix, par exemple, de ne pas avoir d'enfants. Alors, oui, ça, si je peux intervenir. Effectivement, on est dans une période où il y a des gens qui ne veulent pas faire d'enfants parce que, effectivement, le changement climatique, ils ne savent pas ce qu'ils deviendront, etc. etc. Moi, j'appelle ça de l'éco-anxiété, en fait. Hein. Ou de l'égoïsme, peut-être. Hein? De l'égoïsme aussi. Non, alors, non, mais je pense aussi à je pense aussi à un manque de responsabilité, ou à un manque de l'égoïsme. Ils ne veulent pas s'emmerder, en fait. Pas prendre de responsabilité. Voilà. Enfin, bon, ça, moi j'ai du mal à comprendre, hein, mais voilà. Alors pour ce qui concerne les jeunes, effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui ont pris conscience du problème climatique et qui agissent, les associations, etc. Le seul problème, c'est que ces jeunes, ce sont des jeunes qui ont un niveau d'éducation supérieur. Ce sont tous des étudiants, des ingénieurs, des chercheurs. Ce sont des jeunes de milieux sociaux différents. Je fais des ateliers philo dans des lycées professionnels où il n'y a pas de philosophie. J'ai fait récemment une conférence sur le changement climatique. C'est un sujet que je connais un peu, j'ai fait des formations, bilan carbone, etc. Donc pendant la première période de confinement, j'en ai profité pour mettre en place une conférence sur le changement climatique pour expliquer aux jeunes ce que ça veut dire le changement climatique. Donc j'ai intitulé « Comprendre le changement climatique ». Écoutez, j'avais 15 jeunes devant moi, des BTS d'ailleurs, hein, donc après le bac. Et je leur parlais du GIEC, qui ne savait pas ce que c'est, l'effet de serre, ils ne savaient pas ce que c'est, le bilan carbone, ils ne savaient pas ce que c'est, les gaz à effet de serre, vous pouvez me citer des gaz à effet de serre, CO2, ça vous dit quelque chose?
Oh, oui, on a entendu parler, mais bon, le méthane, etc. Non, vraiment un manque criant, enfin moi qui m'a surpris déjà, hein, et c'est dommage. Moi j'ai lu beaucoup que tout est dans l'éducation. Mais bon, en éducation, on ne peut pas tout faire, ça c'est sûr. Mais quand même, des choses aussi importantes que ça, je ne comprends pas que dans un lycée, on n'en parle pas. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que ces jeunes-là, ils ne regardent plus la télé, ils n'écoutent pas la radio, ils sont sur leur téléphone portable, sur les réseaux sociaux. Et moi, ça m'inquiète parce que ces jeunes-là, bon, j'ai fait aussi un débat sur la démocratie, et ils ne savaient pas ce que c'était que le Sénat, comment étaient élus les sénateurs, les amendements, comment c'est, etc., plein de trucs comme ça. Alors je leur demandais, vous allez voter? Ah non? Ah bon, pourquoi? Ben, je sais pas, la politique, je n'ai pas été formé à ça. Oui, c'est une raison, mais c'est une raison. C'est la raison qui m'a été donnée, hein, mais sur les. Là, c'était des terminales, donc j'avais quand même 18 ans. Sur les. Il était une dizaine, il y en avait 3 qui s'étaient inscrits sur les listes électorales. 3 sur 10. Bon, c'est vrai qu'on est dans une période où on est dans la consommation, que les gens ont tellement d'outils jouissifs à leur disposition que je sais pas, donc c'est pour ça que j'essaye d'amener ma petite pierre pour essayer d'aller dans les lycées pour essayer de leur ouvrir l'esprit, mais bon, c'est vraiment une petite pierre. Vraiment une petite pierre. Est-ce que c'est pas un problème de maturité? Les enfants maintenant, je crois, j'observe comme ça de loin, ils restent très longtemps dans leur famille, chez les parents. Et donc ils sont couvés, quoi. Ils ne se sont pas battus de bonne heure. Vous allez en 75, je suis allée en Inde. Quand je suis rentrée, je racontais, je disais quand même, c'est triste de voir les enfants, là, à 5 heures, ils ont dormi dehors, ils vont nettoyer une petite buvette pour gagner 2 centimes. Mais moi, on m'a répondu, quelqu'un qui avait souffert, qui avait fait la Deuxième Guerre et tout ça, mondial, il m'a dit, tu crois qu'il est plus heureux, celui qui a 25 ans, encore chez ses parents? Ça m'a laissé un petit peu, oui, effectivement, je sais pas. Donc, il y a des choses comme ça aussi, peut-être, un manque de maturité chez certains, pas tous. Hein. Oui, bien sûr. Et puis, non, mais on ne peut pas généraliser, hein, non, quoi qu'on dise. Non, moi j'avais une correspondante, j'ai 78 ans, j'avais une correspondante allemande, j'étais allée en classe, je ne sais plus, j'étais en première à ce moment-là, et je voyais les jeunes, ils parlaient politique des Allemands, ils avaient 17 ans, comme moi, quoi. Alors que nous, on ne parlait pas politique, franchement, on ne parlait pas de ces choses-là. Et aujourd'hui, finalement, ça ne m'étonne pas tellement que ça ne les intéresse pas. Moi, je suis des enfants comme ça, des évoluements sur le plan scolaire, des enfants qui viennent de pays différents. Non, je ne vais pas s'intéresser à la politique. Nous, chez nous, on en parlait de politique, mais j'essaye de comprendre. La question, c'est qu'à notre époque, on avait une chaîne ou 2 chaînes de télévision, et qu'on n'y avait pas autant de loisirs, et on passait plus de temps dans la télévision. Aujourd'hui, il y a 1000 chaînes de télévision, hein, si vous prenez le satellite, les machins, vous arrivez à plus de 1000 chaînes de télévision, et il y a tellement de choix que finalement, la politique, au bout d'un moment, ça fatigue, c'est vraiment autre chose. Aujourd'hui, c'est les séries. Il faut manger d'abord. Le problème, c'est que les gens, la première chose, c'est manger. Pouvoir boire, dormir, et après pourquoi il y a tant de... Là on est en période d'élection, combien il y a eu de votants? Abstention, plus de 50, 60, je sais pas. En tout cas, foudroyant, c'est plus qu'on n'a jamais vu. Pourquoi? Est-ce qu'on peut expliquer ça?
Parce que les politiques ne suivent pas, c'est-à-dire tout ce dont on parle, là, les nécessités en écologie, la déforestation, tout ce qui devrait être arrêté au lieu de continuer de plus belle. Est-ce que les politiques prennent, avec leur court-termisme, avec leur seul souci d'être réélus, est-ce qu'ils prennent les mesures nécessaires? Donc les jeunes, ils ont l'impression que on ne fait pas ce qu'il faut à haut niveau et voter ne sert à rien. C'est pas des politiques responsables. Et depuis très belle lurette, là, maintenant, hein, ça, je veux dire, tous ces écologistes du siècle, enfin, c'est dans les années 50 et même avant, ça a commencé en France, tout au moins, l'appel au principe de responsabilité de Hans Jonas, publié dans les années 90 en France, écrit en Allemagne en 79, suivi de quoi? Suivi pas d'effet. Hein. On est en plein dedans là. Hein. Maintenant, il y a un gap entre les générations. Et il y a une sorte de hostilité qui se développe entre les générations, entre les baby boomers et on les accuse d'avoir tout laissé glisser comme ça et abîmer la planète. Et les jeunes qui, eux, doivent payer la dette, qui doivent payer les frais, faire les frais de ça. Ça devient assez problématique. Et pourtant, il y a beaucoup d'associations qui développent l'idée qu'on peut avoir des attitudes d'écologie personnelle, hein, et de méditation, etc. Ah oui, personnelle, c'est pas politique. Non, d'écologie personnelle. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, et puis manger... pas manger de viande, etc. Fermer les robinets, éteindre les lumières, voilà. Et ça se développe. Ça se développe beaucoup. Et ça se développe dans les entreprises aussi. Et donc, ce mouvement-là, est-ce que c'est vraiment un mouvement qui... efficace? Non, mais effectivement, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'associations. Aujourd'hui, on en parlait l'autre jour, dans les entreprises, les grandes entreprises, il y a des jeunes, avant de rentrer dans les grandes entreprises, ils regardent d'abord quelles sont leurs actions vis-à-vis du développement durable, etc. Il y en a qui refusent d'aller travailler dans des entreprises qui n'agissent pas pour le changement climatique. Il y a des jeunes aussi qui travaillent dans des multinationales derrière des écrans avec des tableaux Excel qui sont très bien payés, mais qui au bout d'un moment se posent des questions et se disent mais quel sens j'ai de travailler comme ça, et qui s'en vont, qui créent des associations, qui vont à la campagne, qui changent carrément de vie, même s'ils gagnent 2-3 fois moins cher, mais au moins ils ont un sens, ils donnent un sens à leur vie. Heureusement qu'il y en a des gens comme ça, heureusement. Oui, mais tout ça vient. Mais bon, là, hier, on disait aussi à Ivry, une petite ville de banlieue, enfin une ville de banlieue, 650 associations. C'est incroyable quand même. Ça veut dire qu'il y a des gens, une association en général, c'est des gens qui sont bénévoles, qui créent des associations pour aller vers l'autre, pour apporter quelque chose aux autres. 650 associations dans une petite ville comme Ivry-sur-Seine. À Paris, il y en a 6500. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui agissent, qui se sentent responsables, qui font des choses, qui vont vers les autres et qui ont envie de bouger, qui agissent. Mais il n'y en a pas assez. Mais qu'est-ce qui fait que certains agissent et d'autres pas? C'est une question. Mais la prise de conscience, hein, la conscience, être conscient, Pas ça. et développer la conscience. Essayer de trouver du sens à sa vie. Aussi, aussi, le sens. Trouver du sens. Oui, le sens, ça c'est fondamental. Ah, vous êtes revenu. Ah oui, non, mais j'étais là. J'ai un truc qui me faisait. Alors moi, c'est vraiment une expérience parce que j'ai trois prototypes à la maison. J'ai 3 jeunes adolescents entre 15 et 19 ans.
qui m'explique comment ça se passe maintenant. Qui m'explique que la télévision, ça ne sert plus à rien, que c'est rétrograde, que l'information vient d'ailleurs. C'est une génération qui, quelque part, n'a jamais eu de maître. Nous, à ma génération, on avait des maîtres d'école, on avait des parents, ils n'ont jamais eu de maître. Leur seul maître, c'est Internet. C'est atypique, c'est une révolution, quelque part. On ne la comprend pas tout à fait. Moi, ce sont mes enfants, j'ai du mal à comprendre, mais ils me l'expliquent. Je pense que les choses vont changer, peut-être dans une révolution en douceur. Comme ils l'ont fait dans le monde de la société, où ils ont simplement refusé. On ne veut plus de système pyramidal. Ok, on ne postule plus. Débrouillez-vous. La société a changé. Parce que ces générations, quelque part, ont conscience des choses, et je pense que c'est plus une question d'âge. La conscience, elle vient différemment de nos modes de pensée. Ils ont un mode de pensée qui est très différent du mode de pensée que l'on a tous, parce qu'on nous a enseigné un mode de pensée peut-être vertical, où il fonctionne de façon très très différente. Et quand on voit une jeune fille qui s'adresse aux hauts politiques et qui n'a peur de rien, ils sont tous un petit peu comme ça, je pense. Et ça vient de petits détails où ils refusent. Moi, je vois mes enfants, finalement, la consommation de masse, ils ne sont plus du tout dedans. Alors, ils ont un téléphone, mais ils n'ont finalement qu'un téléphone. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça, je n'en sais rien. Mais ils viennent à consommer beaucoup moins. Ils boycottent tout seuls. Moi, je vois, ils adoraient le Nutella. C'était vraiment leur truc. Et du jour au lendemain, alors qu'ils en mangeaient 2 pots par semaine, plus de Nutella. Alors je dis, bon, j'aimerais comprendre. Parce qu'ils ont une prise de conscience. Mais la prise de conscience, elle est générale, mais un peu peut-être comme les systèmes de démocratie à l'ancienne et ainsi de suite. Ça vient de tous. Il y a une sorte de pensée commune qui se développe chez eux via les réseaux. Et je pense que c'est autre chose, c'est un autre mode de pensée. Et sur ce, je pense que les 60%, c'est autre que les jeunes. Je crois que ça touche vraiment tout le monde. Oui. Mais moi, je suis quelque part beaucoup plus positive parce que j'ai l'impression qu'on ne comprend pas ce qui se passe, mais je pense que le mouvement vient vraiment d'en bas. Et effectivement, il y a peut-être un petit côté critique sur les autres générations, mais je crois que c'est peu de monde. Au final, ils ont au contraire... je trouve pas, globalement, mais dans juste ce que je connais, alors peut-être que c'est pas forcément tous les milieux, mais je pense que si quand même, ils s'intéressent plus que les autres générations à leur âge de ce que va devenir la Terre, et ils ne veulent plus se faire imposer par des gens qu'ils jugent trop âgés, comment dire, pour se projeter dans l'avenir. Ils considèrent que c'est leur avenir à eux. Et moi, voilà, tout ça pour dire que c'est juste mon expérience en tant que maman et de ce que je constate. Et je pense au contraire qu'il va y avoir un grand mouvement et que ça viendra des jeunes. Et je pense que notre mode de communication, notre mode de réflexion, ils sont hermétiques. Ils sont hermétiques à tous les codes, ils sont hermétiques à tout. Mais je pense qu'ils vont construire autre chose, quoi. Et petit à petit, ils sont en train de le faire. Et je pense que ça va vraiment émerger, mais d'une façon dont on aura peut-être du mal à comprendre ou voir l'évolution. Mais moi je suis plutôt positive, quoi. Pas globalement, mais il y a un mouvement vraiment. Cependant, vous avez utilisé l'expression pensée commune. Et c'est pas de la pensée commune que le progrès arrivera. Jamais. C'est par la singularité, oui. Il faut des singularités. Et c'est ça, il faut des artistes, en fait, etc. Il faut des penseurs, des écrivains. Et ça c'est un peu inquiétant. Enfin, je ne sais pas, si ce que vous avez dépeint... Pourquoi c'est pas de la pensée? Pourquoi c'est pas de la pensée commune? La pensée commune est dangereuse. Elle est dangereuse, je trouve aussi. Mais... Elle limite. Ah oui. C'est une imitation, oui. C'est mimétisme. Oui, enfin, bon, mimétisme. La pensée commune. Donc c'est la pensée singulière qui fera le progrès. Qui fait, oui, ça, effectivement. Oui, mais pour un projet commun, on peut rassembler des singularités, au contraire, c'est fondamental, c'est ça aussi la philosophie. Ce sont des singularités, mais pour un projet commun, avec un idéal là un petit peu plus loin, un peu commun, et ça on en discute. Ouais, l'idéalisme n'a plus cours aujourd'hui. Hein. L'idéalisme, je ne sais pas, qui a encore de l'idéalisme? Vous parlez de vos enfants, je ne sais pas, madame. Est-ce que ce monde dans lequel ils souhaitent vivre maintenant, à travers les réseaux, c'est pas une fuite un peu de soi-même? C'est une réflexion sur soi-même?
Moi, c'est ce qui me semble. Dans une projection, je pense, moi, j'ai un avis aussi d'adulte, un peu critique par rapport à ça, par rapport au temps sur les réseaux et ainsi de suite. vous essayez de les comprendre. Mais là, écoutez, il ne faut pas faire des apartés comme ça. Alors, voilà, madame. Alors, je crois que les jeunes se sentent plus volontiers concernés parce que le mur est devant eux. Et aussi, comme ils ne sont pas au pouvoir, ils ont peut-être moins de filtres cognitifs. Les politiques fondent leurs décisions sur des analyses économiques qui ne tiennent pas compte des paramètres dont nous parlons, parce que certains ne sont pas suffisamment mesurables et on ne tient compte que de ce qui peut se mesurer. Et donc s'il fallait se mettre à mesurer, on aurait encore des discussions sans fin pour savoir comment mesurer, donc on n'y est pas. Donc ceux qui ont le pouvoir de décider ne sont pas toujours inconscients, ne sont pas forcément tous pourris d'intelligence. D'accord. Mais je crois qu'ils ont des obstacles qui les empêchent de profiter des ressources qui pourtant existent. Voilà, tous les livres qui sont là. Bon, est-ce qu'il y a encore d'autres commentaires ou des questions à poser à Edith? Parce que c'était quand même très très dense ce qu'elle nous a communiqué. Moi, je me demandais juste s'il y avait une pensée politique chez Épicure, en fait, au-delà des besoins, dans ce qu'on a retrouvé. C'est un chez autodidacte. Lucrèce, chez Lucrèce. Oui. Ou chez Lucrèce, je sais pas. Non, je ne crois pas. C'est une pensée éthique. Éthique, voilà. C'est pas une pensée politique. Oui, parce que le jardin, c'est un peu en dehors de la cité. Le jardin, c'est comme une communauté, Voilà, c'est un phalanstère. C'est formidable. C'est un kibbutz. C'est un phalanstère. Voilà, c'est une Et petite on n'a pas retrouvé communauté. les règles qui régissaient la communauté au Non, phalanstère. c'était l'amitié. Le maître mot d'Épicure, enfin de ce qu'on sait sur Épicure, c'est l'amitié. L'amitié avec l'autre. Avec Ménécée, par exemple, c'était son ami. Oui, oui, oui. Et les membres, c'est une confrérie, le jardin. Voilà. Et donc c'est pas une manière de gérer la cité. Non. Une petite cité. C'est Toute petite. une communauté. Une communauté qui dit qu'il faut vivre le mieux possible. Ce qui est quand même une ébauche de politique, c'est qu'il a quand même, contre la majorité, contre les règles, il a admis les femmes, qui étaient toujours exclues de tout ce qui était communautaire, et les esclaves également. Et il a admis tout ce monde-là dans son jardin et à la philosophie. Et ça, c'est politique pour moi. Oui, c'est vrai, en ce sens. Mais il n'élabore pas les règles de la gestion. Il n'a pas théorisé. Il est autodidacte, d'après ce que j'ai lu. Autodidacte, et il s'est fâché avec son professeur déjà d'emblée, parce que scientifiquement, il n'était pas d'accord avec lui. Du coup, il a quitté l'école, enfin bon, et il s'est instruit lui-même. Après, on n'a pas toutes les traces de sa vie, hein, mais après, il a fondé sa propre école, épicurienne, donc basée sur la sagesse épicurienne, pour être heureux. Et j'espère que vous allez l'être, ou alors contribuer au bonheur de ce monde. Hein. On est là pour ça, hein, en fait. Moi, je me réjouis aussi d'un autre phénomène, c'est que j'ai entendu très récemment qu'aux États-Unis, il commence à y avoir un courant de jeunes qui rejettent le travail. Christian a fait allusion à ça, mais qui carrément le quittent parce qu'ils ne trouvent plus de sens à leur travail. Et
aux États-Unis, enfin dans les grandes villes, ils sont en manque de main-d'œuvre qualifiée. Parce que ces gens-là commencent à remettre en question l'idéologie de leur entreprise. C'est-à-dire, elle n'a pas de sens. Pour eux, c'est rejeté. Maintenant, ça peut se multiplier. Hein. Ça serait bien. De toute façon. Mais en même temps, ce qui est moins brillant, c'est que de toute façon, les robots sont là pour remplacer pas mal de main-d'œuvre. Donc, est-ce que ça a vraiment de l'effet sur. Enfin, ça a été présenté comme si c'était un manque de main-d'œuvre, déjà. Et on peut se réjouir de cette quête de sens, en tout cas, parmi les jeunes. C'est encore une fois une chose à leur honneur. Et je vous quitte donc avec la promesse d'une prochaine séance sur Hans Jonas avec Christian dans 4 jours.